Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Chaque vidéo que je partage est un pas de plus vers ma propre libération. C'est un poids en moins que je libère. Toute ma vie, j'ai porté la douleur, la maltraitance et le manque d'amour. Aujourd'hui, je choisis de transformer ma souffrance en lumière. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez aussi vécu la douleur, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Et vous aussi, vous pouvez vous libérer. Pendant longtemps, j'ai porté en moi des blessures, des souffrances et de la maltraitance qui m'ont enfermé dans le silence. Aujourd'hui, je choisis de raconter mon histoire, non seulement pour alléger mon cœur, mais aussi dans l'espoir d'apporter un peu de lumière à tous ceux et celles qui, comme moi, ont connu la douleur et cherchent à s'en libérer. Si mon témoignage peut vous aider à avancer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec joie. Si vous regardez cette vidéo et que vous portez encore vos propres souffrances, je vous le rappelle, vous n'êtes pas seul. Et vous avez la force en vous pour avancer. Avant de commencer ce chapitre, je remercie mes abonnés. Je vous embrasse très fort. Merci. Après mon adolescence, passée dans cet isolement où j'ai appris aussi à découvrir mon corps, seul comme la plupart des ados, d'autres choses allaient arriver pour me permettre d'avancer. Le lycée, le service national, mes premiers loisirs, mes premières amours, autant d'expériences qui allaient me bousculer. Je n'étais pas prêt, parce que ma timidité m'enfermait encore et les disputes avec mes parents grandissaient. Mais malgré mes peurs, ces étapes ont marqué le début de ma vie d'adulte. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce passage entre maladresse, découverte et transformation. Générique. Le lycée où j'ai étudié était le lycée Jean Zay, à Orléans. Et j'avais fait une seconde générale auparavant. Faire cette seconde a été pour moi une catastrophe. Car je me demandais ce que je faisais là. Et les mathématiques ont été je crois, la pire des matières. J'ai encore perdu un an à ce moment-là. Là, j'avais vraiment aucun copain, aucune copine de classe. Je me sentais étranger. Comme je continuais à ne rien comprendre et que mes résultats scolaires étaient déplorables, je me suis orienté vers un BEP administratif en 2 ans, toujours dans le même lycée à côté. C'est un autre bâtiment du lycée Jean Zay. Et là, ça a été le début d'une délivrance pour moi. C'était un monde différent. Dans notre classe, nous étions 3 garçons et le reste était que des filles. Et c'est à ce moment-là que sont arrivées les amitiés quand même, l'insouciance, mes premières grandes découvertes, y compris mes premiers sentiments amoureux. Heureusement d'ailleurs. J'étais toujours timide et réservé, mais cela diminuait par moments. Voyez-vous, je me souviens que chaque matin en arrivant au lycée, une copine de classe, qui était très jolie d'ailleurs, était toujours là à attendre
devant l'église. Je n'osais, jamais lui faire la bise. Et puis un jour, j'ai pris sur moi et je lui ai fait la bise. Et à ce moment-là, chaque jour, je la lui faisais. Plus je m'intégrais à cette classe, et plus j'arrivais à discuter avec les filles. Et ma timidité diminuait, mais sans vraiment disparaître. C'est aussi une période où entendre mes parents s'engueuler a commencé à provoquer en moi une colère silencieuse qui montait car je ne supportais plus ma mère de la voir pleurer. Pendant ma seconde année de BEP et en parallèle, il y a eu mes premiers pas dans les relations amoureuses. Et pour quelqu'un de timide comme moi, c'était pas simple. Mon visage changeait aussi avec l'apparition de l'acné. Ça va, je n'avais pas trop de boutons. Je ne savais pas comment exprimer mes sentiments, comment me montrer tel que j'étais. J'avais toujours peur de ne pas être assez bien et j'étais parfois maladroit. Je donnais beaucoup par contre, mais sans trop recevoir. Et puis je suis tombé amoureux d'une fille de ma classe et nous sommes sortis ensemble seulement pendant quelques jours. Et elle a rompu car pour elle, ses sentiments n'étaient pas les mêmes que les miens. C'était ma première déception. Pendant ces 2 années de BEP, j'ai aussi découvert les voyages scolaires en dehors de la France. Et pendant cette période, c'était le séjour en Angleterre, où là, je devais mettre vraiment ma timidité au placard, comme on dit. Mes notions d'anglais, c'était des notions scolaires, m'ont beaucoup servi dans ma famille d'accueil. Mais j'utilisais encore un mixte entre le français et l'anglais. Je me faisais comprendre. Je faisais aussi les gestes, donc j'arrivais quand même à me faire comprendre. J'ai beaucoup appris avec ce séjour, pas sur la nourriture, qui n'était vraiment pas bonne du tout, mais sur le fait de m'exprimer. Quand vous êtes habitué en France à manger des pains au chocolat, des croissants, du pain avec la confiture, et que vous vous retrouvez à manger le matin une sorte de gelée bleue, un genre de cassoulet et des toasts, ça vous fait tout bizarre. On dit souvent les goûts et les couleurs. Et ben là, je peux vous dire que les couleurs, elles y étaient. À mon retour, je prenais un peu plus d'assurance, mais la timidité était toujours présente. Alors je faisais un peu d'imitation pour faire rire mes amis et la classe. Et avec un copain de classe, nous avons fait la connaissance d'un autre gars en dehors du lycée qui faisait de l'animation et qui faisait aussi, lui aussi, des imitations. Avec lui, nous avons beaucoup animé de soirées et formé notre propre groupe. On nous appelait, je crois, les flambeurs. Nous faisions cela pour déconner, pour notre plaisir, pour nous amuser. Mon premier vrai déclic sentimental s'est produit au cours d'une des soirées justement, où j'ai fait la connaissance d'une très jolie fille. Et nous avons eu pendant quelque temps une petite relation amoureuse. C'était ma vraie première expérience amoureuse. Mais malheureusement, comme pour la première, elle a mis fin à notre relation car au fur et à mesure, ses sentiments n'étaient plus les mêmes. Chose que j'ai compris. À moins que cela vienne de moi. Mais
Elle avait eu l'honnêteté de me dire la raison de cette rupture et je ne lui en ai jamais voulu. Hein. A contrario, je comprenais. Malgré cet échec amoureux, je savais que je ferais d'autres rencontres et les animations de soirée ont continué. Je prenais, voyez-vous, un peu plus d'assurance. Après ces 2 années de BEP réussies avec l'obtention du diplôme et un 12/20 en anglais, ce qui m'avait surpris à l'époque d'ailleurs, parce que au cours de l'oral avec l'examinatrice, je parlais toujours un peu français, un peu anglais. Mais elle me comprenait quand même. Moi, j'avais par contre des difficultés à comprendre. Eh bien, après cela, j'allais m'orienter vers un bac pro bureautique. Mais malheureusement, avec mon âge un petit peu avancé, l'État est venu me rappeler à l'ordre pour effectuer mon service national. J'étais donc dans l'obligation d'y aller tout en me disant que peut-être j'allais essayer de refaire un bac pro à mon retour du service. Mon père avait à ce moment-là changé d'emploi et était maintenant gardien à l'école Louis Guillou, rue du Faubourg Saint-Jean à Orléans. Ainsi, mes parents n'avaient plus besoin de payer de loyer parce que mon père avait un appartement de fonction, mais il restait toujours les factures. Et ma mère allait bientôt être à la retraite et avoir moins de revenus. Mais le moment était pour moi de faire mon service national et je l'ai effectué de 1991 à 1992. C'était un monde totalement différent et radical pour moi. Grâce à l'un de mes oncles, j'ai pu le faire dans la police nationale. Et j'ai effectué ce service dans le 1er arrondissement de Paris, au commissariat de Saint-Eustache, à côté du quartier des Halles. Là, je n'avais plus le choix. Il fallait suivre, m'imposer un rythme, être confronté à des règles strictes. Moi qui avais toujours été discret et effacé, je me retrouvais au milieu de policiers de toutes sortes et j'étais devenu, comme on dit, un policier auxiliaire, avec bien entendu l'uniforme de policier et une arme à feu. De temps à autre, nous allions effectuer des séances de tir et déjà à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de munitions. Tirer avec une arme à feu était vraiment impressionnant pour moi. J'arrivais toujours à viser quand même les cibles. On tirait même parfois avec des fois les revolvers des policiers. Ayant eu mon permis de conduire juste avant, mon chef me faisait conduire parfois la voiture de police. J'adorais ça. Surtout des fois le soir quand il fallait aller visiter un petit peu les dortoirs, je conduisais et je mettais parfois le gyro et le 2 tons. Ça, j'adorais ça. Je m'occupais également de faire les sorties d'école sur certains passages pour piétons, tels que dans la rue Saint-Honoré, la rue Cambon, proche de l'Olympia, ainsi que sur les quais du Louvre. Avec les gardiens de la paix, nous en profitions aussi pour faire de l'îlotage du côté de la pyramide du Louvre, du Conseil d'État, du jardin des Tuileries, afin d'y loger les vendeurs à la sauvette. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur le sujet des points d'école. Un jour, alors que je me dirigeais sur mon point d'école entre la rue Saint-Honoré et la rue Cambon, j'ai vu rue Saint-Honoré une vieille voiture Peugeot 205 de couleur grise avec un gros carton sur le siège arrière. La voiture était garée de travers, à la fois sur le trottoir et la rue devant une parfumerie très connue. À côté se trouvaient aussi quelques bijouteries de luxe. C'est normal pour le quartier. Personne n'était à l'intérieur du véhicule et personne ne venait alors que j'étais à côté de la voiture depuis plusieurs minutes. Pourtant, je regardais, j'allais voir un petit peu les bijouteries, les commerces à côté, mais personne ne venait.
J'ai donc pris à ce moment-là l'initiative d'appeler mon chef. Je lui ai dit ce qui se passait et ça a été le bordel. Sur les ondes, j'ai entendu qu'il y avait un problème rue Saint-Honoré avec un véhicule potentiellement dangereux qui présentait un risque pour la sécurité. Le central avait annoncé un bouclage du secteur et qui dit bouclage du secteur dit mise en place d'un périmètre de sécurité sur des centaines de mètres. Et dans les secondes qui ont suivi, j'ai entendu que toute la rue Saint-Honoré, les rues annexes et le boulevard Saint-Honoré avaient été bouclés. Et je pense que vous savez qui se trouve boulevard Saint-Honoré. Mon chef est alors venu vérifier et il a effectivement vu le véhicule qui posait problème à ce moment-là. Et une femme s'est dirigée vers nous pour nous demander ce qui se passait. Mon chef lui a demandé si le véhicule lui appartenait. Et tout bonnement, elle a dit oui et comme si que ça la dérangeait qu'on soit autour du véhicule. Mon chef a un peu haussé le ton, d'après mes souvenirs, et il lui a dit « Mais madame, vous savez ce qui vient de se passer? On a bouclé le secteur et on a bouclé aussi le palais de l'Élysée. Et apparemment, le président a été mis au courant et il n'est pas très content. » Et je peux vous dire que mon chef lui a passé un savon et il l'a verbalisé pour cette infraction qu'elle avait commise. Voilà pour cette petite anecdote qui me fait sourire encore quand j'y pense. Je reviens donc à la suite de mon récit. Le soir, je dormais avec d'autres policiers auxiliaires dans des bâtiments situés à Aubervilliers, du côté de la Seine-Saint-Denis. Et à ce moment-là, j'ai eu et je me suis fait des connaissances et des amitiés se sont formées. Comme certains soirs, nous allions traîner avec les copains du côté du quartier des Halles, de la rue Saint-Denis et boire des verres du côté de la Sorbonne. On allait même parfois dans des bars que fréquentaient des stars en tout genre. Le midi et le soir, nous allions manger dans des restaurants de la police situés derrière l'église de Notre-Dame. Il y avait pas mal de policiers de tout grade et de tout service. Voyez-vous, belles âmes, j'ai beaucoup appris avec cette expérience du service national. J'ai découvert aussi des limites que je ne pensais pas pouvoir dépasser. Mais j'ai aussi vécu des moments où ma timidité était un poids énorme. L'anglais que j'avais appris au lycée m'a énormément servi, avec surtout les touristes. Pareil, je parlais à la moitié français et anglais, parce que je maîtrisais pas la langue, mais au moins ils me comprenaient. Le service national, voyez-vous, a été une belle expérience pour moi. Mais aussi une étape qui m'a forgé, même si je me rendais pas compte sur le moment. Passé cette très belle expérience, au retour, j'ai fait un contrat emploi solidarité au lycée Potier d'Orléans. Et dès la fin, je me suis dit si je pouvais reprendre mes études. J'ai alors fait une demande auprès du centre d'information et d'orientation près de chez moi et ça a été positif. J'ai pu refaire ainsi un bac pro bureautique, malgré mon âge quand même, sur 2 ans, tout en continuant à faire certaines animations les week-ends. Et cette fois-ci, par contre, j'étais le seul garçon de la classe. Le reste n'était que des filles. Mais j'étais très content. Au cours de ma 2e année de bac pro, je me suis intéressé à une fille d'une autre classe de bac pro. Et on devait se voir justement un midi en dehors du lycée. Tout du moins, elle m'avait donné rendez-vous. Et je pensais qu'elle aurait été seule. À ma grande surprise, elle était venue pas du tout seule. Une autre fille avec elle était venue et elle me l'a présentée. La fille avec qui j'avais rendez-vous au départ a dû partir. Et donc, elle m'a laissé avec l'autre fille qui était quand même très jolie.
Même si j'étais timide un petit peu encore avec les filles, nous avons pu discuter et elle m'a avoué que cela faisait plusieurs mois qu'elle se renseignait sur moi, auprès d'une autre fille de ma classe, qu'elle connaissait et qu'elle était tombée amoureuse de moi. Ça faisait 7 mois qu'elle avait des vues sur moi. Et croyez-moi, ça a été une belle surprise pour moi, car je ne m'attendais pas du tout à sa déclaration qui m'a touché. À ce moment-là, j'ai ressenti une attirance toute particulière pour elle, et nous sommes sortis ensemble pour ne plus nous quitter. Je croyais fermement que c'était la femme de ma vie, et nous sommes restés ensemble presque 6 ans, jusqu'en avril 1999, où là, pour moi, ça a été la catastrophe. Malgré mon émotion, je continue quand même mes âmes. Elle m'avait présenté ses parents et ses grands-parents, chez qui elle vivait depuis toujours, parce que ses parents, d'après ce qu'elle me disait, ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Nous partagions ensemble beaucoup de choses et nous nous aimions. Je lui donnais beaucoup d'amour et je lui avais même proposé de nous mettre en ménage dans un appartement. Et elle l'accepta, même si mon père lui a mis un petit peu la pression à cette époque-là. Après le lycée, nous avons vécu dans un petit appartement de type F2, rue du Faubourg Saint-Vincent, à Orléans. Nous l'avons gardé que 2 mois, parce qu'il y avait trop de bruit et moi je supporte pas le bruit. Il n'y avait pas d'isolation sonore. On entendait tout ce que faisaient les gens. C'était le bordel. Ensuite, nous avons pris un autre appartement de type F3, un peu plus grand, situé rue des Armenaux à Saint-Jean-de-Bray. L'appartement était coquet, il était grand. Il était très joli. Je me sentais heureux et je me disais que je n'entendrais plus non plus mes parents s'engueuler. Pendant longtemps, je pensais que tout allait bien, car j'avais trouvé au moins mon équilibre. Ensemble, nous avions commencé à construire une relation solide, faite de rires, de projets et d'habitudes rassurantes. Et j'y croyais profondément. Elle partageait des repas de famille et venait aussi voir ma grand-mère, qu'elle adorait d'ailleurs. Mais un soir, belles âmes, tout a basculé. J'étais malade, avec une petite grippe, et j'ai refusé d'aller à une soirée avec elle et une de ses collègues de travail. Et je crois que c'était un vendredi soir. À un moment donné, elle a dit à sa collègue, « Tu vois, je te l'avais dit. » Et elles sont donc parties et je suis quand même allé au travail la nuit, car à l'époque je travaillais de nuit. Je ne savais pas exactement de quoi elles avaient parlé au travail et en dehors, mais j'ai compris que j'étais au centre de cette discussion. En rentrant du travail, j'ai découvert l'impensable. Ma compagne n'était plus là. À la place, mon père et son grand-père, pas mon père, son père, pardon, étaient venus pour récupérer beaucoup de meubles et ses affaires. Et je peux vous dire que je m'en suis pris plein la tronche. Son père m'a lancé des reproches absurdes, allant dire jusque que l'appartement sentait mauvais, alors qu'il était propre, hein. Et que de toute façon, il savait que ça ne marcherait pas entre elle et moi, et que je n'avais pas la main verte. Comme si le jardinage pouvait décider de l'avenir d'une relation. La seule fois où j'ai pu revoir ma copine et essayer de discuter avec elle, elle m'a fait le reproche en me disant « Je te payais souvent tes pleins d'essence ». Et je peux vous dire que j'ai pas compris ce qui m'est arrivé.
Ça m'est tombé dessus d'un seul coup. Je croyais avoir trouvé le bonheur avec elle. Surtout que je payais la plupart des factures. Car je travaillais de nuit et mon salaire suffisait amplement. J'ai demandé à son père, mais ce qui se passait. Et il m'a dit du jour au lendemain qu'elle ne m'aimait plus, que tout était terminé et qu'elle ne voulait plus me revoir. C'est lui qui m'a tout dit et elle n'a rien dit. Il en a profité, pour continuer à me faire des reproches, voire même à me menacer si je tentais de la revoir. La rupture, belles âmes. Et c'est arrivé, je pense, à beaucoup d'autres. Mais ça a été vraiment dur pour moi. Ça a été brutal, car j'ai tout perdu. Sans que je puisse avoir une réelle explication sur tout ça et sur son départ. Durant toutes ces années où je mangeais, parfois chez eux, pourtant, tout se passait bien. J'avais même remarqué que son père, par contre, il avait une emprise sur toute la famille. Et l'appartement s'est vidé pendant quelques jours, et j'ai rien pu faire. Tout a été immédiat et brutal. Mais je peux vous dire que tous les jours, je pleurais énormément, car je croyais que tout venait de moi. Je me sentais coupable de cette situation. Suite à ça, j'ai fait une grosse dépression et j'ai perdu 10 kilos en 2 mois. J'étais devenu un légume. Je me reconnaissais plus, j'avais un long cou et j'avais du mal à me regarder dans une glace. J'ai dû redonner l'appartement au bailleur et ma grande sœur m'a accueilli chez elle pour me remettre. Mais ça a été dur et je leur remercie pour ça. Merci ma sœur de m'avoir accueilli. Tous les jours, je pleurais, comme là, mais c'est une libération. J'allais souvent en ville le samedi avec l'espoir de la voir, mais je la voyais pas. Et je l'ai jamais revue depuis. Et pourtant, ça fait 26 ans, vous voyez, et j'ai encore l'émotion. Cette séparation m'a détruit de l'intérieur, j'étais complètement vidé de mon énergie et j'ai mis 4 années à m'en remettre. Je craquais souvent car j'avais beaucoup donné. Plus rien ne m'intéressait, je n'allais même plus au cinéma, je faisais plus de sport, plus de tennis et j'étais sous antidépresseurs. Le pire dans toute cette histoire, c'est que je n'ai plus jamais eu le moindre contact avec elle, ni la moindre explication. Ça a été la coupure totale. Au travail, c'était tout aussi difficile, car je craquais parfois, même devant mes collègues. Après ces 4 années difficiles, j'ai décidé de me reprendre un appartement pour revivre après tout ça et remonter la pente. Mais il y avait encore des périodes où j'avais le cafard et je pleurais. Et j'ai beaucoup pleuré parce que c'était vraiment ma vraie expérience sentimentale de longue durée. Même si 6 ans passés avec elle, c'est rien par rapport à d'autres couples. Cette rupture m'a laissé une cicatrice profonde dans mon histoire sentimentale. Une blessure qui a longtemps influencé ma façon d'aimer et surtout ma façon de me protéger sentimentalement. Mais j'ai compris que c'était mon expérience et que je devais en passer par là pour évoluer. Ce n'est qu'avec l'aide de mes amis, de mon travail, de ma famille et surtout de ma grand-mère. Merci mamie. Que j'ai pu retrouver un semblant de force et récupérer.
Vous savez, je me rappelle de tout ça, même comme je vous l'ai dit, si ça fait 26 ans. J'ai pensé à elle pendant de nombreuses années. Et j'ai toujours espéré la revoir. Je l'avais toujours dans mon cœur. J'avais même été plusieurs fois consulter des médiums connus sur Paris, dont un qu'on voyait souvent à la télé et qu'on voit encore souvent à la télé. Je sais, ça peut paraître idiot, mais j'étais dans une telle désespérance que je me suis dit, peut-être que j'allais savoir ce qui se passait sur elle par un médium. L'un des médiums avec la simple photo de ma copine de l'époque, et sans que je lui dise quoi que ce soit, avait su me dire que rien ne venait de moi, tout venait d'elle et de sa famille. Il avait même su deviner dans quel endroit je travaillais, et toujours sans que je lui dise quoi que ce soit. Après m'être reconstruit, je me suis remis à revivre un petit peu, à aller de nouveau au cinéma, à refaire du sport. Mais le loisir, vraiment, ça a été une bulle d'air pour moi. Que ce soit le cinéma, le sport, les animations de soirée, au cours desquelles je faisais quelques imitations, parfois qui étaient réussites et parfois non. Hein. Je respirais de nouveau sans jugement, car j'avais décidé d'avancer. Et tout ça, c'était derrière moi. J'avais même passé le diplôme d'initiateur de tennis premier degré pour pouvoir enseigner le tennis à des enfants en bas âge, sous la direction des entraîneurs du club de tennis dans lequel je m'étais inscrit. Même si j'avais maintenant mon propre appartement seul, l'ombre des disputes entre mes parents était toujours là. Et ma mère continuait de pleurer souvent car elle se demandait, comme je vous en avais déjà parlé, elle se demandait comment payer les factures. Et franchement, j'avais de plus en plus de rancune et de colère qui montait envers mon père car il était toujours dans son monde. Il comprenait rien. Il faisait un déni de tout. Il donnait ce qu'il voulait à ma mère en argent car il nous disait à chaque fois qu'il était toujours en débit bancaire et que l'argent c'était à lui. Il pouvait lui donner 200 €, comme 100 €, 50 €. Et ma mère craquait souvent car elle ne comprenait rien. En revanche, moi, avec mon cœur, je donnais parfois un petit peu d'argent à ma mère et je lui faisais les courses. Et le fait que je lui donne de l'argent lui permettait d'avoir un peu moins de débit bancaire. Néanmoins, c'était pour moi le début d'une transformation. Je commençais vraiment avec tout ça, à devenir un adulte. C'est à ce moment-là que mes 2 premiers tatouages sont arrivés. Parce que j'avais décidé de me faire tatouer pour un peu mettre ce qui m'est arrivé sentimental. Et les problèmes de mes parents, je voulais les graver aussi sur ma peau. De fait que ce soit une symbolique de force. Il me permettait de me rappeler que parmi tous les moments difficiles dans lesquels je suis passé, et que j'ai su me battre jusqu'au bout pour remonter la porte. Vous voyez, Balsam, la pire des expériences que j'ai vécues, ça a été, à cette époque-là, je dis bien, mon expérience sentimentale. Mais en tout cas, cher Balsam, le service national, le lycée, mes premiers amours,
et mes loisirs ont été mes premiers pas vers l'âge adulte. Mais la véritable construction de ma vie ne faisait que commencer. Entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, une nouvelle rencontre amoureuse, et là je le dis avec le sourire, avec l'arrivée de ma fille et les problèmes entre mes parents, une nouvelle étape donc de ma vie allait s'ouvrir. Ces expériences ont marqué mes débuts dans la vie d'adulte. La construction de ma propre vie familiale, comme je vous disais, et professionnelle, allait arriver. Et c'est ce que je me propose de vous partager dans la 4e partie de mon histoire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et retrouvons-nous, si vous le voulez bien, dans la 4e partie pour continuer ce chemin de libération. Je vous remercie d'avoir écouté ce 3e témoignage où il y avait un petit peu d'émotion. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas, selon la formule, à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner pour pouvoir découvrir la 4e partie et les suivantes. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous aime, belles âmes. Namasté. À très bientôt.